Est-ce que tu peux nous parler de ce que c'est justement l'Ayurveda? Alors, l'Ayurveda, je disais, c'est une médecine traditionnelle qui vient d'Inde du Sud en particulier. Pour les textes, elle est datée d'il y a 5000 ans. Donc, c'est quelque chose qui peut paraître très vieux et très dépassé. En réalité, pas du tout, parce que c'est une médecine qui a beaucoup évolué. C'est aussi de l'Ayurveda que nous viennent certaines techniques de médecine moderne. La première chirurgie, en fait, provient de l'Ayurveda. Donc, en réalité, c'est tout un corpus de techniques et de pratiques avec des spécialités très complexes. Par exemple, il y a de la psychologie en Ayurveda, il y a vraiment de la gynécologie obstétrique. Enfin, quand on va en Inde, il y a vraiment tout un panel. Comme je disais, en France, la pratique est un peu différente. On trouve plutôt des praticiens qui vont avoir plusieurs niveaux sur notamment alimentation, hygiène de vie, des soins corporels et des conseillers consultants qui vont aller un peu plus loin encore dans la pratique, qui sont un peu plus formés. Donc, moi, je suis éducatrice de santé, qui est le niveau intermédiaire, entre guillemets, avec des pratiques de soins. Donc, c'est une médecine qui se base sur l'idée que ce qui se passe dans l'univers se passe aussi au plus petit niveau. Donc, le microcosme, le macrocosme, on va retrouver des choses qui vont permettre de tout comprendre. Et notamment un principe essentiel qui sont les 5 éléments qui vont constituer tout ce qu'il y a autour de nous, y compris nous. Donc, ces 5 éléments vont être l'éther, l'espace, l'air, l'eau. Attends. L'espace. L'éther, le terme éther, parfois les gens ne comprennent pas bien. Alors du coup, c'est l'espace. L'idée, c'est l'élément le plus fluide et le moins matériel qui soit. C'est vraiment cette idée, c'est le vide quelque part. C'est l'immatériel complexe. Voilà, c'est l'immatériel. Donc c'est un élément. C'est-à-dire qu'on considère que c'est une forme de matière, même si on ne peut pas la toucher, même si elle n'est pas sensible. C'est une des façons dont la matière prend forme. Ok, excuse-moi de t'avoir coupé, mais comme tu partais sur les autres, je me suis dit alors. Celui-là, il est bizarre. C'est le plus dur à comprendre, c'est ça, les autres vont être plus simples. C'est le plus dur, je pense, à appréhender. Parce que on ne le voit pas, on ne peut pas toucher. Enfin, ça n'a pas de réalité. Peut-être pour nous, on a cette sensation que ça n'a pas de réalité. En fait, c'est aussi tout ce qui permet de maintenir finalement le monde. C'est l'espace entre nos cellules, c'est l'espace dans lequel on se meut tout le temps. Donc voilà, c'est vraiment cette idée qu'il y a un grand vide, quoi. Ok, donc ça c'est le premier, c'est l'éther, et je te laisse reprendre. Voilà, l'air. Donc l'air, on pense au vent, on pense à notre respiration aussi. L'eau, qui est le troisième élément, qui vient plutôt apporter du lien, et puis qui est aussi l'un des premiers éléments qui est nécessaire à la vie. Ensuite, le feu. Donc là, c'est aussi, je pense, assez facile d'imaginer quand on pense à des volcans. En nous, ça va plutôt être notre digestion. Et puis, le dernier élément, ça va être la terre, donc vraiment l'élément le plus tangible, le plus solide. C'est assez facile, je pense, pour nous à appréhender pour le coup, puisqu'on marche sur une terre, sur du sol. Et puis, pour notre corps, c'est aussi toutes les parties vraiment solides. En gros, tout ce qui va être très solide, très dense, va être va être en grande majorité constitué de cet élément. Donc, tu as dit l'éther, l'eau, l'air. J'essaie de retrouver. Ah oui, l'air était avant d'ailleurs. L'éther, l'air, l'eau, le feu et la terre. Okay. Exactement. Donc, ce sont les 5 grands éléments. Et ces 5 grands éléments, ils vont se combiner 2 à 2 pour former des énergies. Et c'est à partir de ces énergies que l'Ayurveda déploie en fait tout son système de compréhension. Donc, ça va être l'air et l'éther qui vont former Vata Dosha. Donc, Dosha, c'est le nom de ces bioénergies. Donc, qui est une énergie de mouvement, qui est très fluide, très légère, plutôt froide et sèche. Donc, chaque énergie va aussi avoir des qualités qui lui sont propres. Le feu et l'eau vont donner Pitta Dosha. Donc,
là, tout de suite, on a une énergie qui est on sent plus d'action, de chaleur, qui est aussi dans le mouvement, mais qui est quand même plus dense. Et puis, on va avoir l'eau et la terre qui vont former Kapha Dosha, où là, tout de suite, on a quelque chose de plus solide. On pense à de la terre glaise. En même temps, c'est malléable, mais c'est quelque chose de beaucoup plus dense, donc qui va permettre aussi de construire. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que Pitta Dosha, c'est une énergie de transformation. Donc, comme je disais, Vata, c'est le mouvement, Pitta, c'est la transformation, et Kapha, ça va être la construction, la stabilité. Donc, ces bioénergies, elles vont être en nous, elles vont être autour de nous, et en nous, en fait, ça va s'appeler notre constitution. Donc, notre constitution de naissance, qu'on va déterminer. Et puis, s'il y a des déséquilibres, on va parler de Vikriti, donc qui est en fait la constitution déséquilibrée. Et, donc, on a une constitution de naissance qu'on détermine. Qui va s'appeler la Prakriti. On la détermine comment? Alors, le mieux, c'est de voir un praticien parce qu'on a beaucoup de mal en général à s'auto-observer par rapport à la grille. Donc, il y a des tests qu'on trouve sur Internet, on peut les faire, mais en réalité, l'œil extérieur et l'œil du praticien est beaucoup plus fiable puisqu'en fait, en général, on a du mal à repérer les choses. Et puis surtout, on va regarder, en faisant un test, on va faire une photo de l'instant. Et en fait, en général, on va tomber sur notre déséquilibre et pas du tout sur notre constitution de naissance. Donc, la constitution déséquilibrée est intéressante parce que c'est aussi ce qu'on va chercher à ramener, mais si on ne sait pas vers quoi on veut aller, c'est assez compliqué. Donc voilà, du coup, ces doshas, ils sont en nous, on va avoir une constitution. Cette constitution, si elle se déséquilibre, en fait, de stade en stade, on va arriver à une maladie. Et il y a 6 stades qui arrivent jusqu'à la maladie létale, quelque part. On ne pourra pas soigner. Non, il y a des maladies qui sont incurables, en fait. Ah oui. Après, il y a la mort, mais il y a aussi des stades où on peut encore revenir à l'équilibre et il y a des stades où c'est trop tard. La maladie chronique. Voilà, ou pas forcément, même pas forcément chronique, vraiment juste celle qui ne se soignera pas. Qui ne se soignera pas. Ok, ça marche. Voilà. Et qui mènera à la mort. D'accord. Mais ça veut dire en fait que l'Ayurveda, c'est aussi quelque chose qui est plutôt dans la prévention. Donc, il y a des possibilités de soigner, mais c'est surtout une médecine préventive. Super. Et alors, qu'est-ce que dit l'Ayurveda sur le cycle menstruel? Alors, je parlais des doshas tout à l'heure. En fait, dans l'Ayurveda, tout va se définir par rapport aux doshas. En tout cas, les doshas vont jouer un rôle dans tout, et notamment dans les cycles. Mais pas que nos cycles menstruels, dans les cycles en général. Les saisons, les horaires de la journée, nos vies, nos âges en fait de vie, et dans nos cycles également. C'est-à-dire qu'en fonction du moment, un dosha prendra plus de force qu'un autre parce qu'il aura une fonction particulière à jouer. Donc, dans le cycle menstruel, on va avoir une phase qui va être, si je me base sur un découpage, partons des règles en jour 1 jusqu'à la fin du cycle, les nouvelles règles. On va avoir en fait, on commence par une période qui est plutôt vata, qui est en fait un moment où on est là pour évacuer. C'est aussi une période où on va se sentir fatigué, où on va peut-être avoir des douleurs, on peut avoir froid. On va ressentir des désagréments qui sont liés à Vata, mais ça va être aussi la fonction de Vata dans le corps d'évacuer ce qui a besoin d'être évacué. Donc, la mort de l'ovule, l'endomètre qui a besoin d'être expulsé. Vata, rappelle-nous, c'était... C'est air et éther, c'est le mouvement. D'accord. Et pourtant, on a la sensation qu'il n'y a pas forcément beaucoup de mouvement, mais c'est le mouvement d'évacuation, c'est ça? Ah, c'est le mouvement d'évacuation. Mouvement d'évacuation vers le bas, donc qui ramène en fait... quand je te dis ça, par exemple, même un accouchement, en fait, c'est un mouvement d'évacuation vers le bas et c'est Vata qui va jouer. D'accord. C'est plus clair dans ma tête pour l'accouchement. Donc, on est dans cette phase Vata. Ok. Ensuite, on va avoir une phase Kapha, qui est une phase en fait de reconstruction de l'endomètre, développement du follicule. Donc, phase Kapha, où on sent bien ce rôle de stabilité, de construction et de force de Kapha.
On va arriver phase ovulatoire avec une phase Pitta, où là, en fait, c'est le pic hormonal. Et puis, en fait, Pitta est vraiment responsable de la production des hormones. Donc, joue un rôle tout au long du cycle, mais il va être particulièrement présent au moment de l'ovulation. Et puis, quelques jours après. Et ensuite, on va revenir à cette phase Vata en période prémenstruelle. Et il va y avoir une espèce de jeu entre Pitta et Vata en fonction des personnes, où c'est là où justement on sent bien qu'il y a un petit combat à l'intérieur de nous et qu'on peut avoir des difficultés à supporter cette phase, parce qu'en fait, en fonction des constitutions, Pitta et Vata vont jouer un peu à celui qui monte, celui qui descend, jusqu'à ce qu'on arrive complètement à la phase Vata.